Euh, donc, on me demande d'être bref, je le serai. J'interviens sur 4 points spécifiquement. Je dirais, enfin, l'intitulé de mon intervention, c'est pratiquer la théorie. Je suis en effet enseignant dans une école d'art en France. J'étais embauché pour enseigner la philosophie de l'art, mais c'est ma petite, suite à un petit combat conceptuel, j'ai réussi à transformer, mais ce ne fut pas durable, l'intitulé de mon poste à praticien de la théorie. Vous verrez pourquoi, je pense, dans ce que j'ai à dire. Premier point, la division du travail entre théorie et pratique n'a plus lieu d'être. 2. À l'époque de la désactivation de la fonction esthétique de l'art, je reviendrai sur ce point, permettant ainsi sa fonction heuristique de recherche de s'activer, la théorie n'est plus le seul apanage de la critique ou du critique. 3. La compatibilité a remplacé la spécificité comme opérateur clé, nécessitant une réadaptation du vocabulaire conceptuel et même de l'architecture conceptuelle dans laquelle l'art, la théorie et la pratique se déploient. Et 4, un paradigme peut en cacher un autre. La critique a augmenté son échelle d'opération, passant désormais à l'échelle 1. Donc, la division du travail entre théorie et pratique n'a plus lieu d'être. Je pense que c'est presque axiomatique que depuis le geste inaugural de Marcel Duchamp, donc l'artiste le plus important du XXe siècle, sinon le seul, il va de soi, ou devrait, que toute pratique artistique nécessite, au moins implicitement, une théorie pour pouvoir se distinguer de ce que le grand philosophe et théoricien critique américain Arthur Danto appelait the mere real thing, la simple réalité ordinaire. C'est-à-dire dès lors que tout objet, toute configuration, toute action peut relever de l'art, mais que tout n'en relève pas, il nous faut une sorte de supplément d'information, quelque chose qui ne se trouve pas dans l'immanence de l'objet ou de l'action, quelque chose qui ne relève pas des propriétés matérielles, physiques, perceptibles, pour distinguer cette proposition donc de la simple réalité ordinaire. Donc, en ce sens-là, il y a une imbrication forte de la théorie dans la pratique, même si ça ne s'explicite pas forcément à chaque fois, c'est toujours implicite. Mais inversement, de plus en plus aujourd'hui, à moins de penser que la pratique à moins de penser que la théorie descend du Saint-Esprit, la théorie est également elle-même une forme de pratique. La théorie se pratique. Alors je sais bien qu'il y a une théorie de la théorie, mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette théorie qui se pratique dans toute sa plasticité. Et c'est quelque chose, enfin, en ce sens-là, je pense que, et je ne donnerai pas des exemples, mais si c'est nécessaire dans la discussion, je le ferai. Je pense que de plus en plus, aujourd'hui, on trouve des praticiens qui s'accaparent de la théorie dans sa plasticité comme un matériau. Donc, en ce sens-là, je pense qu'on peut dire que la théorie se pratique au même titre que le dessin ou la peinture. 2. À l'époque de la désactivation de la fonction esthétique de l'art, permettant ainsi que sa fonction heuristique de recherche s'active, la théorie n'est plus le seul apanage du critique. Donc, en ce sens-là, c'est une sorte de tentative de tirer les conclusions du premier point en allant un tout petit peu plus loin. Alors, quand je parle de la désactivation de la fonction esthétique de l'art, ça c'est une formule que je reprends de la chercheuse Mabel Tapia, qui elle-même, je pense, s'en inspire de Agamben en parlant des activations et des désactivations de fonctions. Quand je parle donc de cette désactivation de la fonction esthétique de l'art, souvent je rencontre une certaine résistance, voire incrédulité, puisque montrant, à mon avis, à quel point la fonction esthétique de l'art s'est ontologisée, c'est-à-dire s'est identifiée à l'art en tant que tel, puisque l'argument ce serait, mais dès lors que si on désactive la fonction esthétique de l'art, que reste-t-il
de l'art. Mais je rappelle, sans du tout être pédant, j'espère que la fonction esthétique de l'art, c'est pas non plus simplement la dimension esthétique de l'art. La fonction esthétique de l'art, c'est quelque chose qui émerge à la fin du XVIIIe siècle. Et si on devrait l'associer à un seul nom, ce serait avec celui d'Emmanuel Kant, qui, dans le troisième critique, justement, dans le critique du jugement, introduit deux concepts clés qui sont les pierres d'angle de l'architecture conceptuelle dans laquelle l'art se pratique et se théorise encore aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'art autonome, relativement autonome des ingérences politiques et théologiques. Kant introduit d'une part la notion que l'art se caractérise, contrairement à toute autre activité humaine, se caractérise par sa finalité sans fin, hein, sa zwecklose Zweck, son utilité sans utilité. Donc il ne dit pas que l'art n'a pas de finalité, il dit que l'art a bel et bien une finalité, mais elle est sans fin. Évacuant ainsi la possibilité, écartant l'art des pièges donc de la propagande, du design et donc d'une rationalité utilitariste. D'autre part, il introduit une nouvelle figure héroïque dans l'histoire de la pensée de l'art en disant que cette finalité sans fin se dirige vers ce qu'il appelle le spectateur désintéressé. Et donc, je vois qu'il y a un ouvrage de Nietzsche ici sur la table. Nietzsche, avec des sarcasmes très très forts par rapport à cette notion du désintéressement du spectateur. Mais toujours est-il que c'est à partir de ces deux formules extrêmement paradoxales, mais qui s'embriquent parfaitement, la finalité sans fin et le spectateur désintéressé, on voit très bien que Kant a su anticiper l'art des 2 siècles à venir. Et peut-être justement, tout ça a fait long feu et nous sommes dans un moment de passer à autre chose. Mais on peut aussi voir que ce que Kant a su évacuer, ce qui a été l'objet d'angoisse ou d'anxiété qui voulait à tout prix écarter des champs des possibilités, c'était la question de l'usage, d'un usager de l'art ou d'un art ayant une fonction usologique quelconque. Parce qu'à la place, il y aurait donc cette fonction esthétique. Donc la fonction esthétique est donc destinée à une sorte de jouissance, de contemplation sans fin par le spectateur désintéressé. Mais évidemment, il y a des prix à payer pour cette fonction esthétique, à savoir que l'art n'a jamais su être à la hauteur de ses ambitions, peut-être extravagantes, mais ses prétentions constamment renouvelées de pouvoir avoir une prise dans la réalité et de pouvoir participer à la transformation du monde. Puisque justement, dès lors que l'art s'enferme ou se laisse capturer éternellement par cette fonction esthétique, ne peut pas agir directement sur le réel, mais seulement sur nos représentations. Mais aujourd'hui, force est de constater que de plus en plus de praticiens semblent que ce prix conceptuel est excessif et implicitement, de fait, désactive cette fonction esthétique, sans renoncer bien sûr à une dimension esthétique, puisque tout objet, tout ce qui est perceptible a de fait une esthétique, mais désactive cette fonction esthétique, proprement consciente, pour pouvoir activer d'autres fonctions. Et je pense que peut-être s'il y a une fonction dominante parmi d'autres, parce qu'on peut imaginer des fonctions épistémiques, des fonctions cognitives, des fonctions activistes, je pense que celle qui commence à pointer à l'horizon comme la nouvelle fonction dominante, c'est la fonction heuristique, à savoir, et j'utilise ici la notion de heuristique comme l'adjectif de la recherche, et on parle de plus en plus d'un art de la recherche. Alors, dès lors que cette fonction heuristique, ou quelque fonction usologique qu'il soit, en fait, s'active, la division du travail entre critique et artistique, entre théorie et pratique, a encore moins lieu d'être. Et on voit à ce point que la théorie devient
un matériau à part entière et cesse d'être le seul apanage du critique. Maintenant, il faut voir comment, exemple à l'appui, comment ces compétences et incompétences critiques que la critique, que la théorie a su forger depuis si longtemps, se socialisent au lieu de s'autonomiser dans le seul lieu du jugement. Donc, je passe au troisième point. La compatibilité a remplacé la spécificité comme opérateur clé, nécessitant ainsi une réadaptation du vocabulaire conceptuel. Donc alors je reprends cette formule et je fais exprès d'un artiste pour montrer que désormais quelqu'un qui pratique la théorie comme moi peut tout aussi bien être en dialogue avec quelqu'un qui théorise la pratique. Donc, l'idée que la compatibilité a remplacé la spécificité comme opérateur clé, c'est une notion avancée par Paul de Vautour. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que si la spécificité a complètement dominé est sous-jacente à cette division du travail, mais a également dominé le pensée critique depuis le milieu du XXe siècle. Dans un premier temps, bien sûr, à partir du critique américain Clement Greenberg, qui parlait de la spécificité du médium en réanimant une idée longtemps latente. Ensuite, contesté par l'artiste Donald Judd, qui parlait, pour justement dépasser cette spécificité des médias, évoquer la spécificité de l'objet. Il disait, je fais ni peinture ni sculpture, mais je travaille sur des objets spécifiques. Ensuite, cette notion de spécificité a été élargie encore davantage par la site specificity, donc les in situ très en vogue jusqu'il y a une quinzaine d'années. Et plus récemment, dans le discours, je dirais, le discours critique et théorique hégémonique aujourd'hui, nous avons affaire à ce que d'aucuns appellent un régime de visibilité spécifique de l'art. C'est-à-dire, encore une fois, une réactivation de l'idée de Danto selon laquelle, puisque rien ne distingue un objet artistique de la simple réalité ordinaire, il faut un certain régime spécifique de visibilité pour pouvoir les distinguer. Mais je pense que ce vocabulaire-là est désormais désuet à la lumière de ce que je viens de dire dans les deux points précédents, et que désormais, ce n'est pas la spécificité de l'activité critique, ni la spécificité de son domaine, quel qu'il soit, mais plutôt les modalités de compatibilité avec d'autres activités dans la société, que ce soit des activités politiques, activistes, que ce soit des collaborations avec des ingénieurs, avec des scientifiques, en tout cas des collaborations qui ont lieu en dehors du champ spécifique et exclusif à l'art, sa pratique et sa théorisation. Donc je dirais, pour aller plus loin dans ce sens-là, que s'il y a une tâche qui revient aux critiques, ce qu'il en reste, aux théoriciens, ce serait de repenser de fond en comble le vocabulaire conceptuel que nous avons hérité du XXe siècle, de la modernité. Donc, cette caisse à outils qui est parfaitement remplie de mots-concepts qui sont en excellent état, mais qui ne correspondent plus aux tâches d'aujourd'hui, ni aux intuitions émergentes. Donc, il est nécessaire de repenser et donc de réadapter d'autres outils lexicaux pour les tâches les plus urgentes aujourd'hui. Donc, en fait, les crises dont on parle, les crises et on en parle beaucoup dans le domaine de la critique, les crises axiologiques, c'est-à-dire les crises de valeur, les crises cognitives, les crises épistémologiques, c'est-à-dire cette transformation, passage de la fonction esthétique vers une fonction épistémologique ou heuristique, crise ontologique, tout simplement, de l'art. Ces crises-là, nous les rencontrons d'abord, sinon avant tout, comme des crises de mots, comme des crises lexicales, où nous sommes dans une situation paradoxale d'avoir un vocabulaire conceptuel parfaitement disponible, mais parfaitement inadapté à l'actualité. Donc, ce
cette nécessité, cet horizon est quelque chose qui se vérifie, même au moins implicitement, par une résurgence surprenante de formes littéraires qu'on n'aurait pas imaginées il y a une génération, à savoir une sorte de prolifération, nouvelle prolifération des glossaires, des lexiques et de listes terminologiques divers et variées. Je pense que dans les années 80, la déconstruction, le post-structuralisme ne pourrait guère imaginer la nécessité d'établir un lexique, ayant peur certainement de devoir stabiliser ainsi la dissémination des signifiants. Mais aujourd'hui, je pense que si tâche il y a à accomplir pour la théorie, ce serait celle-là. Donc, avant de venir à mon quatrième point, je dirais juste un exemple de comment cette mutualisation des compétences et des incompétences entre pratique et théorie peut se concevoir. Cette notion-là d'une mutualisation des compétences et des incompétences, je le tire également d'un artiste, à savoir un artiste français, François Deck, qui l'utilise ainsi pour décrire ou caractériser les rapports existants justement entre la théorie et la pratique, entre les théoriciens et les praticiens, à savoir qu'il y a une radicale égalité entre compétence et incompétence, puisqu'une incompétence, sous forme par exemple d'une question mal posée, est à même de solliciter une compétence, et cette compétence ne saurait émerger suite à cela. Je dirais aussi que cette notion de compétence et des incompétences évoque un autre point qui me paraît également très important dans cette constellation que je m'efforce de décrire, à savoir que peut-être dans l'enseignement de la théorie de l'art aujourd'hui, peut-être le paradigme, et c'est ceci pour introduire le quatrième point, le paradigme dominant, c'est les performance studies, les théories de la performativité. Il est presque impossible désormais, il y a une génération, c'était impossible de faire ce genre d'intervention sans convoquer Walter Benjamin au moins 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, il est presque impossible de faire ce genre d'intervention sans convoquer la performativité austinienne, bourdieusienne et butlérienne. Mais ce paradigme qui a été mis en place de la performativité afin de montrer que parler, c'est faire, et sortir ainsi des pièges du paradigme de la représentation. Ce nouveau paradigme a également ses propres pièges, ses propres tâches aveugles, et je pense très notamment à cette carence, à savoir qu'il n'est jamais spécifié qu'est-ce qui est performé exactement. Quel est l'objet de cette performativité? Quelle compétence ou quelle incompétence, justement. Donc, pour illustrer ce point et pour envisager éventuellement une issue, enfin au moins hypothétique, je dirais que si vous vous rappelez de la grammaire générative de Chomsky dans les années 60, Chomsky propose une opposition qui pourrait être opératoire dans notre champ actuel, à savoir entre la compétence linguistique et la performance linguistique, la performance langagière. Donc, par là, il veut dire que juste en vertu d'être né dans une langue naturelle, dans le français, l'anglais, le japonais ou un autre, une personne est capable d'identifier une phrase possible, dotée de sens, d'une phrase qui ne l'est pas, qui n'a rien à voir, évidemment, avec la véracité ou la véridicité de la proposition, mais simplement si la proposition fait sens. Mais, dit Chomsky, très justement, je crois, on n'est jamais obligé de performer cette compétence pour qu'elle existe. C'est-à-dire, je peux toujours passer à l'acte de parole. Mais je ne suis pas obligé de le faire pour pouvoir posséder cette compétence. Je pense que cela a d'énormes conséquences très positives en termes heuristiques pour comprendre la pratique artistique aujourd'hui, ainsi que la théorie à la lumière de ce que j'essaie de montrer. Enfin, cette distinction, évidemment, entre
entre compétence et performance est une vieille distinction dans l'histoire des idées et remonte, me semble-t-il, à Aristote, qui fait une radicale équivalence entre ce qu'il appelle le dunamia et la adunamia, à savoir entre la potentialité, la puissance et l'impuissance. Un architecte, bon, mettons un critique, mais ce n'est pas l'exemple donné par Aristote, il dit l'architecte est architecte non pas seulement lorsqu'il construit des architectures, c'est-à-dire lorsqu'il réalise ou actualise sa puissance, mais il est également, même quand il ne construit pas. Et pour que la puissance de la puissance puisse avoir un sens, dit-il, il faut qu'il y ait cette équivalence entre faire et ne pas faire. Et je pense que quand on voit à quel point aujourd'hui la théorie peut s'abstenir de se théoriser et pour pouvoir informer depuis l'intérieur, depuis l'immanence des pratiques, on voit toute la pertinence de cette distinction et on pourrait le vérifier dans des tas d'exemples. 4. Et dernier point, un paradigme peut en cacher un autre. La critique augmente son échelle d'opération. Passons à l'échelle 1. Alors, je voudrais maintenant avoir une petite image textuelle à l'écran. Je pense que le technicien là. Alors, ce que je vais vous montrer, et évidemment, c'est une image, mais c'est une image textuelle. Je l'ai choisie exprès pour cette raison. C'est une page d'un livre de Lewis Carroll qui date de 1893. Je pense que cette année, on célèbre le 150e anniversaire d'Alice, mais cet extrait est un extrait d'un ouvrage moins connu qui s'appelle Sylvie et Bruno, Conclusion. C'est le deuxième tome de Sylvie et Bruno, donc publié en 1893, et je le trouve, pour ma part, extrêmement pertinent pour cette discussion. Donc, je propose de le lire et de le traduire spontanément avec vous. Alors, c'est un ouvrage assez étrange qui est constitué de rencontres impromptues entre le narrateur et sa petite amie anglaise et un personnage qui s'appelle Mineheer et qui, malgré son nom, est moins d'outre-Rhin que d'outre-monde, en quelque sorte, une sorte extraterrestre. Et il passe d'un sujet à l'autre, et donc cette fois-ci, il tombe sur les questions de la cartographie. What a useful thing a pocket map is, I remarked. Mais quel objet utile qu'est une carte de poche, dis-je. Alors, je note aussi que la question ici est la formulation est autour de l'utilité. Et donc, ça va structurer toute la rencontre et la discussion tout au long de la page. That's another thing we've learned from your nation, said Mineheer, map making. Encore une chose que nous avons appris de votre nation, dit Mineheer, la cartographie. But we've carried it much further than you. What do you consider the largest map that would be really useful? Mais nous sommes allés bien plus loin que vous. Quelle est, à votre avis, la carte la plus grande qui serait réellement utile? Notez encore une fois qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui est utile, mais quelque chose qui est réellement utile. Ce qui rappelle quelque part la boutade, qui n'était pas qu'une boutade d'Adorno, qui dit dans l'art n'est pas simplement inutile, il l'est radicalement. Et donc, puisque j'essaie d'argumenter, d'affirmer une position anti-kantienne et donc anti-adornienne en ce sens-là, cette notion du réellement utile par rapport au utile m'intéresse beaucoup. About 6 inches to the mile, à peu près 6 pouces au kilomètre. Only 6 inches, exclaimed Mineheer. Seulement 6 pouces, dit-il. We very soon got to 6 yards to the mile. Then we tried 100 yards to the mile. And then came the grandest idea of all. We actually made a map of the country on the scale of a mile to the mile. Nous sommes allés très vite à 6 mètres au kilomètre, et ensuite nous avons essayé 100 mètres au kilomètre,
Et ensuite est venue l'idée la plus grandiose. Nous avons réalisé une carte du pays à l'échelle d'1 kilomètre pour 1 kilomètre. Alors, si vous êtes connaisseur de la littérature, notamment latino-américaine, vous vous souvenez peut-être d'un court récit très court de l'écrivain argentin Borges, qui s'appelle De la précision en science, où il évoque justement un empire d'autrefois où les cartographes avaient dressé une carte justement à l'échelle même du pays. Mais, dit-il, en fait, il est venu la chute de l'Empire et la disparition de la carte, dont on trouve tout de même certains vestiges dans les contrées les plus occidentales, les plus lointains du pays, mais qui sont désormais habitées par des sans-abri et des fauves. Alors, nous savons à quel point Borges était un lecteur et même un traducteur de Lewis Carroll, donc la source de ce récit chez lui ne fait guère de doute, me semble-t-il. Mais on retrouve chez Borges cette mélancolie typiquement argentine qu'on ne retrouve pas du tout ici chez Lewis Carroll. Et c'est justement étrange que Borges est resté sur ce paragraphe-là, c'est-à-dire l'idée entre une contiguïté, enfin une parfaite homologie entre la carte et le territoire, parce que ce que dit Lewis Carroll, et c'est ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, ce qu'il dit maintenant, c'est le plus intéressant et le plus pertinent par rapport à notre situation, ou le paradoxe entre théorie critique aujourd'hui. Have you used it much? I inquired. Est-ce que vous en avez fait beaucoup usage? Est-ce que j'ai demandé? Encore la question d'usage. It has never been spread out yet, said Meinherr. The farmers objected. They said it would cover the whole country and shut out the sunlight. Nous ne l'avons jamais déplié encore, dit Meinherr. Les paysans ont protesté. Ils disaient que ça couvrirait le pays tout entier et bloquerait le soleil. Donc, très intéressant en fait que l'objection vient évidemment du côté de l'écologie politique. Et très intéressant aussi, et ce n'est pas du tout anodin chez Carroll, c'est que l'idée que la cartographie aurait une fonction, par inadvertance, une fonction d'obscurcissement. Puisque qu'est-ce que c'est la cartographie sinon la réalisation parfaite du projet des Lumières? Une cartographie est un dispositif, le mot a dû être employé au moins une fois, un dispositif qui cherche à éclairer un territoire, que ce soit un territoire géophysique ou un territoire démographique ou un territoire quelconque. C'est pour cela que nous avons besoin de cartes, c'est pour attirer l'attention, la lumière, donc sur un territoire qui en manque cruellement. Mais ici, il dit quelque chose qui est simplement sur le plan physique, vrai par définition, à savoir que tout objet qui éclaire jette également de l'ombre. Et c'est cette dialectique entre la lumière et l'ombre, et donc une certaine, qui aujourd'hui, au moment où nous sommes en plein dedans d'une économie de l'attention, une économie attentionnelle, où l'attention est devenue une forme de capitalisation, que nous avons donc besoin de cette écologie de l'ombre. Mais c'est ce qu'il dit maintenant, qui me paraît vraiment très très frappant et constitue une des meilleures définitions, peut-être à son insu, en tout cas par anticipation, de la situation que nous vivons aujourd'hui dans un certain sens, parce qu'il dit « So now we use the country itself as its own map, and I assure you it does nearly as well. » Donc désormais, nous utilisons le pays lui-même comme sa propre carte, et je vous assure que ça marche tout aussi bien. Je pense que si je devais donner une définition lapidaire, concise, de la situation de la critique aujourd'hui, cette critique qui se socialise et qui renonce à sa spécificité pour pouvoir travailler depuis l'intérieur de toutes sortes de pratiques, que je dirais que c'est un cas d'utiliser le pays lui-même comme sa propre carte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire c'est que l'avantage de cette formulation par Carroll me semble qu'il ne renonce pas du tout au paradigme de la représentation.
Il est complètement dans la représentation, mais simplement, il est à l'échelle 1. Il utilise le pays lui-même comme sa propre carte. Donc, il ne renonce pas à la cartographie, mais simplement change radicalement d'échelle. Ce qui me laisse penser, et je termine sur cette proposition hypothétique, c'est que peut-être il s'agissait moins de cette célèbre crise de la représentation qu'une simple crise d'échelle, et c'est peut-être cette crise de la représentation qui a saturé le discours de la modernité et a caché le fait que l'art, comme sa théorisation, persistait à opérer à l'échelle réduite, alors qu'aujourd'hui, il passe à l'échelle 1. Merci.